Play ball! Oh! La balle est frappée avec moi en direction du champ gauche. Et elle est partie! Vladimir! Voici le Dugout. Incroyable! Oh! Avec Hugo Rêche. The Yankees lose! The Yankees lose! Les Blue Jays s'en vont en championnat. En C'est série. malade, en série de championnat, merci. Marie, bienvenue dans The Garde épisode 2 en passant. Si c'était pas déjà fait, je m'appelle Hugo Reich, je suis en compagnie de Marc-France Castillo. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien parce que la troupe des Blue Jays, en série de championnat. Jake, comment ça va? Mais ça peut pas mieux aller parce que les Blue Jays ont gagné. Puis en tant que fan des Jays, je suis tellement heureux. Tabarouette. Go, man! Les Yankees, c'est fini. Et là, je vous le dis tout de suite, il y a déjà un moment dans l'émission où on va bâcher les Yankees. Ça va être magique. Ça va être magique. Mais il faut qu'on parle des Blue Jays parce que, honnêtement, ils ont commencé les séries sur les chapeaux de roue, une semaine de congé, ça fait du bien. On est parti. On a bien fait ça. On a fait preuve de caractère. Les joueurs de soutien ont fait leur travail. Les lanceurs ont fait leur travail. Et John Schneider n'a pas eu à vraiment gérer, à part une game. Fait que ça a vraiment bien été. Tant mieux, mais bon. Ouais, et tant mieux pour vrai. C'est ça qu'on va se dire. Avant de commencer tout ça, n'hésitez pas d'aller vous abonner sur la chaîne de la Commission athlétique. Le Dugout sort à chaque vendredi. C'est important de le regarder parce qu'on est dans l'actualité, on la suit. Fait que si vous vous demandez pourquoi on parle encore des Mariners quand on va être rendu en série mondiale, ben peut-être qu'ils vont être là. Mais en même temps, peut-être qu'ils vont pas être là non plus. Donc c'est important de bien suivre l'activité du podcast. Et merci encore d'être là. Voilà. Ceci étant dit, Vladimir! Wow! Que dire de Vladimir Guerrero Jr. qui a été là tout au long des séries contre les Yankees, frappé des circuits à chaque match, une présence sur les buts, constante, défensivement, constante, dans les airs, constante. T'es sûr que c'était constant? C'est constant. Parfait. C'est Excellent. Quel dirigeant pareil. On en parle un peu, là. Ouais. Vladi a été incroyable. Ben, je pense qu'il a été la bougie d'allumage des Jays. Là. Je pense que durant toute la série, il a été là, il a été sharp, il a été le. Je pense comme Big Papi l'appelle, le papa de l'équipe. Il a fait ce qu'il avait à faire, l'équipe l'a suivi tout le long de la série, il a frappé pour comme 600 quelque chose. C'est Incroyable. Un OPS plus de incroyable. 2000. Là. Ouais. Je veux dire, c'est pas grand monde qui regarde de maintenir ça. Puis je pense que ce qui fait de la différence avec les Jays et les Yankees, c'est que tout le monde a suivi Vladdy, mais les Yankees, personne n'a suivi Aaron Judge. Ce qui fait la différence qu'aujourd'hui, on peut dire que les Jays ont gagné la série mondiale. La série mondiale, oui, peut-être pas. Wow. La série de division contre les Yankees. Puis On se une chose projette. que je peux dire de Vlad, c'est qu'il était humble du début à la fin des séries. C'est quand il menait 2-0 contre les Yankees après la game 2, il y a eu l'entrevue des journalistes, puis il a dit oui, on mène la série, oui, on est sur les chapeaux de roue, mais le travail n'est pas fini. Fait qu'il était conscient quand même que même si on menait 2-0, les Yankees avaient quand même un line-up qui pouvait revenir n'importe quand puis être là pour les battre, mais il a toujours dit garde, ça se finit quand ça va se finir, qu'on va une droit victoire. Fait que je pense que tout est à leur honneur, ils ont été sharp, défensivement pas la game 3, mais mis à part ça, le lanceur a été bon, le frappeur a été bon. J'ai pas grand chose à dire. La course sur les buts a été bonne. Excellent. Je veux dire, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Fait que tout est à leur honneur. Bon, peut-être que Schneider a fait des décisions qu'on va se questionner un peu plus tard. Mais en général, je pense que tout est à leur revient, là, puis la réussite est à eux autres. Là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, il avait dit que même s'il était en avance 2-0 dans la série, il allait être prêt pour le match numéro 3. Exact. Et honnêtement, ils ont vraiment bien commencé le match. C'est juste dommage vers la fin. Et on le sait, il y a eu un entraînement facultatif. Vladi a incité les joueurs à venir. Tout le monde a été là à l'entraînement facultatif. Ils étaient prêts, les Blue Jays, honnêtement. Ouais. Puis ils ont fait preuve de résilience dans le match numéro 4. 100%. Mais honnêtement, c'est incroyable qu'est-ce que Vladi a pu amener à cette équipe-là et 100%. l'importance qu'il a eue depuis son arrivée avec les Blue Jays. Parce qu'on le sait, là, il y a eu beaucoup d'ambivalence. Est-ce qu'il va au troisième but? Non. Finalement, on convertit au premier but. Mais son QI baseball a fait en sorte qu'il a fait des jeux incroyables. Puis même durant la série, il y avait un jeu au marbre, là, au match numéro 3 qui a été super important. Ah ouais, vraiment. Quel joueur, Vladi, pareil? Un joueur complet, puis je pense que on peut même, on l'apprécie encore plus présentement pour les Jays en série.
en fin de saison, le fait que Bo Bichette n'était pas là, ça semblait l'affecter beaucoup. Mais là, il a dit attends, là. C'est à mon tour. Là, il l'a mis le jacket pour de vrai. Là. Pas juste le jacket de circuit, le jacket de leader. Là. Ah ouais. Puis, tabarouette qu'il l'a bien endossé. Il a mené le line-up de A à Z. Défensivement, il a fait un jeu. Le diving catch, là, le jeu en plongeon au premier jeu. Là. Incroyable. Et on parle de plongeon. Ben, il plonge comme s'il sautait du 10 mètres pour plonger au marbre. C'est hallucinant. Il est vraiment beau à regarder jouer. S'il y avait un capitaine au baseball, c'est lui qui porterait le C, sans l'ombre d'un doute. Ouais, ça d'ailleurs, là, ok, parenthèse, est-ce que vous êtes pour ou contre, genre, le bord du C? Je sais que Salvador Perez a fait avec les Royals, mais il y a des capitaines au baseball. Mais je pense juste qu'au baseball, c'est pas que c'est mal vu, puis c'est juste que c'est pas commun dans l'équipe de le reconnaître. C'est vrai. Je pense que c'est juste ça. Je pense que ce serait comme le hockey, qu'il y aurait un capitaine et un assistant depuis les lustres. Tu sais, c'est comme un meilleur exemple. Le seul sport professionnel que les coachs sont habillés comme les joueurs, c'est le baseball. Ouais, c'est vrai. C'est traditionnel. C'est traditionnel. Tu sais, fait que je pense juste que c'est un côté de tradition qui se fait pas au baseball, puis c'est full correct. Là, les autres sports, c'est bien correct. Mais c'est surtout au hockey qu'on le voit, là, le C devant leur chandail. Puis au football aussi, ils l'ont, mais c'est la patch avec les étoiles, comme les capitaines principaux, etc. Exactement. Mais tu sais, c'est de quoi que. Fait que... Mais je pense que le capitanat au baseball pourrait ressembler plus à celui de football. T'as raison, parce qu'au football, ils ont plusieurs capitaines. Chaque équipe a un capitaine pour les running backs, les receveurs. Peut-être qu'au baseball, à une plus petite échelle, il pourrait y avoir un capitaine au bâton, puis un capitaine dans l'enclos des releveurs, puis un capitaine dans la rotation de partant. Je sais pas, mais moi, je serais pour. Moi, je serais pour, en tout cas. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. On revient aux séries, parce que c'est important. Ouais. Je veux revenir sur un point que tu as dit. Aaron Judge, c'est le capitaine des Yankees. Ouais. Mais l'alignement n'a pas été là pour l'aider. 100%. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Toronto? C'est complètement l'inverse. Il y a des gars comme Ernie Clement qui est rendu le maire de New York, en passant, je savais pas. Ouais. Nathan Lucas qui aussi a eu une super belle histoire. Ouais. Écoute, Clement, là, c'est malade là, ce qu'il fait en ce moment. Fou. Mais tout au long de l'année, il a été incroyable. Honnêtement. Là. Ouais. Puis tu sais, on parle, mettons, là, des Yankees et des Blue Jays. Puis tu sais, mettons, on regarde dans l'œuvre des Jays. Oui, ils ont des noms étoiles, mais ils n'en ont pas 9. C'est beaucoup des joueurs, des fois, qui arrivent des mineurs. C'est des joueurs qu'on va chercher dans les Weaver. Tu regardes les Yankees, là, ils ont de 1 à 9, c'est des gars qui valent des millions, puis des millions. Puis c'est là que tu vois que le baseball, peu importe qui est sur le line-up, ça joue sur le terrain. Puis quand tu veux gagner pour ton logo en avant de toi et non pour ton nom derrière toi, ça fait toute une différence. C'est tellement biaisé. Et je pense que les Jays, c'est ce qui fait la différence en ce moment face aux Yankees. Les Yankees qui sont, sur papier, on les regarde, ils devraient les éclater, on s'entend. Ouais, mais les Jays ont le cœur pour se rendre au bout. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, avec un line-up beaucoup moins fort sur papier que les Rays, mais oui, toi par France, que les Yankees, pour les Rays en tête, que les Yankees, c'est pour ça que, puis probablement qu'une équipe comme ça, comme les Jays, ils vont peut-être arriver au bout de leurs ressources au cours des séries, mais en ce moment, je pense que c'est l'équipe qui est à battre côté de cœur, puis tout le monde veut pour le même objectif, tout le monde veut travailler pour les Jays, tout le monde veut travailler pour Schneider, même si on trouve qu'il est pas très bon comme coach, mais son rallye veut le même objectif tout le monde ensemble, ce qui fait la différence en ce moment dans cette série-là, et je pense même qu'il fera la différence au courant des prochaines séries. Tu sais, je pense que au niveau de gérer une équipe, c'est pas le meilleur entraîneur. Par contre, cette année, on semblait avoir des gars qui voulaient aller au bat sans faire de jeu de mots pour John Schneider. Puis on l'a vu aussi dans les discours quand les Blue Jays ont éliminé les Yankees avec son fameux start spreading the news qui a été, écoute, ça a été malade à ce moment-là. Je vais pas dire le mot qui est suivi après, mais honnêtement, c'était légendaire. Puis le fait qu'il y ait cette énergie-là, il y ait ce dynamisme-là au sein de l'alignement des Blue Jays, c'est malade. Puis, juste pour revenir sur le point de genre Clement, ce gars-là a tellement eu une bonne saison l'année dernière. Ben, quand je dis l'année dernière, cette jeune de passé, on s'entend. Il a été à l'aise dans toutes les positions dans lesquelles on l'a mis. Puis, au bat, il a été constant tellement souvent, honnêtement. Puis, ça a fait preuve de caractère parce que lui aussi, il a passé à travers plusieurs équipes. T'sais, ça a été difficile, Ernie Clement, avant de vraiment prendre du galon. Puis finalement, là, il a vraiment trouvé sa niche à Toronto. Là. Puis tu sais, moi, je pense que l'année passée, il a été finaliste, mais cette année, j'aurais tendance à dire qu'il va le gagner, le gant doré de joueur utilitaire. Là. Il a joué un haut niveau de défense au 2e but, au 3e but, à l'arrêt court même. Il a été imposant et son rôle au bâton a eu une importance dans ce line-up-là. Ouais. Un gars qui avait jamais un break cette année, là, c'était Ernie Clement. Day in, day out, il était dans le line-up des Jays. Puis c'est fou. Tu regardais ce line-up-là, tu te disais,
OK, on va peut-être donner une journée de congé à Guerrero qui en a eu 2. Bichette s'est blessé. Santander qui a été la grosse signature, il s'est blessé. Ouais. Qui n'a jamais eu de congé dans l'année ou presque? Ernie Clement. Puis c'est un genre de gars, un peu comme Nathan Lucas, que je sais que tu veux parler aussi, Hugo, qui est là tout le temps puis que tu n'as pas besoin de t'en inquiéter parce qu'il va la faire, la job. Il va se rendre sur les buts, il va faire contact avec la balle, il va faire travailler le lanceur adverse. Je trouve vraiment que c'est un super exemple à suivre pour les joueurs de la MLB présentement qui réussissent peut-être pas à avoir le 30 circuits, mais qui veulent se donner une chance parce qu'ils sont bons défensivement. Suivez le se dépasser. Vraiment. Tout simplement. Puis, tu sais, vous deux, vous savez autant que moi à quel point c'est difficile, genre, s'acclimatiser, s'accommoder à une position en tant que telle. Le fait d'être un joueur d'utilité, d'être capable de le faire partout, d'être en confiance, d'être à l'aise, c'est impressionnant. Et lui, il l'a fait. Puis oui, comme tu l'as dit, je veux parler un peu de Nathan Lucas parce que Nathan Lucas, ça fait 10 ans qu'il est en train de rouler sa bosse dans le baseball mineur. Finalement, cette année, à 31 ans, il a vraiment une chance d'être régulier dans l'alignement de Toronto. Il saisit sa chance. Frappeur gaucher qui a été excellent contre les lanceurs gauchers cette année, qu'il a fait face à du baseball de situation toute l'année. Ça a été une belle présence. Il a été clutch dans les moments qu'il fallait. Et ben justement, au match numéro 4, a réussi à faire le coup sûr le plus important de sa carrière pour lui donner un nom. C'est dans des moments comme ça qu'on vit. C'est dans des moments comme ça que le baseball est très beau. Exactement. Et pour vrai, chapeau à Nathan Lucas, mais chapeau à tout cet alignement-là des Blue Jays. Honnêtement, ça a été malade. Je suis d'accord avec toi. Puis c'est comme on dit, des fois, c'est peut-être un long parcours, puis on sait comment que dans le baseball majeur, les mineurs, c'est souvent le long... Tu sais, souvent, quand tu fais repêcher, t'es tout content, blablabla, mais souvent, c'est le parcours que pas qu'ils appréhendent un peu les joueurs, mais ça, parce qu'il peut être extrêmement long. Fait le fait qu'il est resté là, qu'il a continué, qu'il a cru en son rêve, puis qu'il a pas lâché, ben regarde, ça... Où il est aujourd'hui, ça prouve tout le travail qu'il a fait, puis on peut juste être chanceux d'avoir lui dans les Jays. Ouais, c'est ça. Puis les gens voulaient vraiment... Tu sais, des autres joueurs, George Springer en a parlé, tu sais, c'est un gars que t'aimes avoir dans la chambre, c'est un gars qui va t'apporter quelque chose de spécial. Donc, chapeau à Ernie, pas Ernie, mais à Nathan Lucas, mais à Ernie Clement aussi. Chapeau à ces deux-là. Guys. Trey est savage. Il savage. Oh. Il porte pas bien son nom, lui. Sauvage, gars-là. Ça n'a pas d'allure qu'est-ce qu'il a fait en série. T'arrives 3 semaines avant les séries, t'as un départ historique contre les Rays. Ouais. Là, c'est le temps de le dire, les Rays. Là, c'est le temps. Ouais. C'est le temps. Et après ça, t'es un homme de confiance en série contre les Yankees, confrontes les gars, tu lances 5 manches et un tiers sans accorder un coup sûr. C'est impressionnant. 11 retraits sur des prises. Ouais, ça aussi, c'est impressionnant. Tabarouette. Écoute, tu lâches ta balle de 7 pieds 11 du monticule de hauteur. Ta balle front est incroyable. Écoute, là, j'ai pas le calcul exact, mais je pense qu'on parle de comme une douzaine de pouces. C'est énorme. Mais oui, ça ressemble à ça, ouais. Par rapport à où est-ce qu'il lâche la balle. C'est tellement trompeur. Puis, tu sais, on le sait, nous trois, on a joué au baseball. On sait c'est quoi. Avoir une balle qui a un angle descendant, difficile à saisir. Tu peux jamais saisir ça. Comprendre un peu, c'est difficile, t'habituer. Yes, Savage a été incroyable. Maintenant, c'est de voir. Puis toi, je sais que tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Est-ce que ça a été la bonne décision de le retirer après 5 manches et un tiers? Bon. Ailleurs, un match à point de coup sûr, à 5 manches et un tiers avec une 70aine de pitch, moi, je pense qu'il a pu finir sa manche. Tu sais, dans le sens que, oui, c'est une recrue, oui, peut-être qu'il voulait comme le conserver pour plus tard. Tu sais, on sait pas que dans la tête de Chanel comment il pensait. Tu sais, on le sait pas vraiment pas, mais il était en contrôle du match. Tu menais 7-0, 6-0. La game, elle a fini 13-6. Explique-moi comment tu t'es dit, moi, l'enlever là. Ouais. Puis tu donnes, tu sais, si les Jays avaient gardé, mettons, à 7-0, là, ça aurait été 7-6. Mm-hmm. Je veux dire, tu l'as retiré d'avance. Puis il y avait 70, dans les 75. 78, ouais, il y avait 78 pitch. En 5 matchs, un tiers, c'est pas énorme, là. Non, c'est pas énorme, mais les Blue Jays, je pense qu'il y avait une plus grosse, une petite affaire de plus, mais en tout cas, c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que c'est une ambivalence. Parce que là, tu sais, est-ce que tu anticipes? Est-ce que tu essaies de garder pour plus loin dans la série? C'est ça qui est difficile. C'est ça l'affaire. Mais en même temps, il y a le momentum sur la encore là, comme que je le dis souvent, puis je le dis comme coach, faut que tu gagnes une game avant de passer à la prochaine. Ouais. Oui, c'est pour avoir un thinking, un mode de pensée de c'est comme mon plan de match. Ouais. Mais là, ça va être dans une game 100 points des coups sûrs, avec 78 pitchs en 5 manches et un tiers.
qu'est-ce que tu fais à le retirer du match? Je suis d'accord. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme si t'as donné 10 coups sûrs puis il était sa balle puis que il avançait pas. Il revolait. Ouais, je suis d'accord. Même pas, il était en contrôle du match. Ouais. Et toi, tu me dis, m'a le retiré. S'il pensait plus loin, moi, je trouve que c'est un peu niaiseux parce que tu peux pas penser plus tard. Surtout dans les séries d'un 3-5, qui est quand même une série qui est limitée. Là, je veux dire. Un 4-7, tu peux te permettre un peu plus. Tu vas dire, OK, c'est pas grave. Un 3-5, après 2 games, t'es dans la merde. Ouais, exact. Fait que, encore une fois, il prend pas toutes les bonnes décisions. Ça, c'était une décision assez particulière. Puis là, finalement, on a gagné 13-7, puis c'est full correct, là. C'est full correct parce qu'on s'est sorti avec la victoire, mais si on s'était pas sorti avec la victoire... Comme je te dis, si ça avait... C'est ça. Ça aurait été difficile. Fait que là, il a l'air d'un bozo. Par contre, à mon souvenir, c'était Ben Rice, le frappeur. Puis, encore une fois, et ce gars-là, j'aime les Jays. Ce gars-là, ça a été le clou sur lequel que j'ai frappé toute l'année. Je l'haïs, ce gars-là. Mason Fluhardy, là. C'était pas le gars à mettre. Non, c'était pas le gars à mettre. C'était pas le gars à mettre. Pis c'est le gars que t'as décidé de mettre contre Ben Rice. Fluhardy, cette saison, a d'innombrables manches qu'il n'a pas été capable de terminer. J'en ai vu une live. C'était épouvantable. Non, honnêtement. Et, en tout cas, le fait qu'on ait pris la décision de le mettre, puis même dans le match numéro 4, là, dans le match de comité, il a lancé une manche. C'est qui a donné le circuit dans cette manche-là, Hugo, par hasard? Je sais pas. Il porte le numéro 68, puis il est gaucher, puis il a une minute LED. Ben oui! Ben oui, c'est ça. C'est Mason Fluhardy. Bref. Tout ça pour dire, d'ailleurs, c'était très gratuit la mythe LED. Oh, mais t'es un gros fan des mythes, là. Oui, c'est vrai. Le soir, c'est très important. MF, moi, on le sait. D'ailleurs, en tout cas, on veut tout le temps bien. Tout le temps bien paraître comme tout coach. Tout le temps bien paraître. Merci. J'avais vraiment de la misère à trouver le mot paraître là-dedans. Je veux parler de Louis Varland 2 secondes. OK? Après ça, on reviendra sur Ian Savage, mais c'est parce que Louis Varland a vraiment été capable de prendre la balle au bon. Incroyable. Ce gars-là, il est arrivé à date limite des transactions des Twins. C'est un gars qui était lanceur partant. L'année dernière, cette année, a été converti en releveur. C'est un gars qui a de l'attitude. C'est un gars qui lance fort. C'est un gars qui a du contrôle. Mais c'est un gars qui aime la game. Quand j'étais allé au Yankee Stadium cette année, il y a eu un délai de plus d'1h30 entre les Jays et les Yanks. Puis c'était Varland qui était censé embarquer sur la butte pour la prochaine manche qui commençait. On l'a vu. En tout cas, moi, je l'ai vu non-stop sur les bands, sur les plyo balls, de juste être intense, faire sa routine, puis se motiver. Puis c'était Tyler Heineman, puis écoute, j'ai rien contre Alejandro Kirk. Je trouve que c'est un gars qui parle bien à ses lanceurs. Il comprend les rythmes, les patterns des frappeurs. Mais il y a quelque chose de spécial avec Tyler Heineman qui fait en sorte qu'il a autant aimé. Puis je pense que c'est vraiment juste la relation plus humaine qu'il a avec ses lanceurs. Puis je le voyais parler à Heineman, puis comment il dirigeait ça. Puis Varland, dans cette sortie-là, oui, les Jays ont perdu le match, mais Varland n'était pas à critiquer. Puis lors de son affrontement face à Aaron Judge dans le match numéro 3, il a exécuté le lancer. Le lancer était là, la vélocité était là, le spot était là, l'endroit était là, mais Judge a eu le dessus. Super bilan. C'est le meilleur frappeur de la ligue. C'est ça qui arrive. Ceci étant dit, John Schneider, et ça avec décision un peu controversée, John Schneider qui dit, man, faites-en pas, là. T'es en train de le flatter, t'es en train de lui donner peut-être une petite tisane, on sait pas. Il dit, c'est toi qui vas avoir la balle pour le match numéro 4 pour commencer ça. Mais il a réussi à saisir son opportunité, tu sais. Ouais, Faut le donner. Là. Exactement. Mais tu sais, ça a été un gros obstacle. Je pense que Schneider, dans l'optique qui était en avance dans la série, qui était à 2-1, je pense qu'il a bien fait de son bullpen la Game 4 parce qu'il pouvait se donner le luxe de garder, mettons, ses gros lanceurs des Gausman pour la Game 5. Ce que, on va parler plus tard encore une fois, mais ce que Aaron Boone a pas fait selon moi. Non. À suivre là-dessus. Mais je pense qu'il a été opportun puis ça a juste fonctionné. Tu sais, lui, il se disait, ben, tu sais, à la limite, tu sais, je me dis, si je perds, j'ai quand même mes. Fait que ça dit que moi, je pense, selon moi, s'il avait sorti Gausman dans la Game 4, puis il aurait besoin de la game, il dit, fuck, je l'ai pas pour la Game 5. Tandis que là, sur le bullpen, il a bien fait, ça a été exécuté de la bonne façon. Ben, honnêtement, tu sais, faut le donner à John Schneider. Je veux dire. Il a quand même bien utilisé son bullpen. Ah. Je sais que toi, il y a des affaires qui faisaient pas ton affaire. D'ailleurs, partage-nous-les. Ben, il y a quelques affaires qui n'ont pas fait, comme j'aurais fait si moi j'étais coach. Je suis qui pour parler? Personne. Jamais que j'ai coaché. Vous êtes 2 entraîneurs. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire? Mais bon, je pense que mon point, c'est quand même juste dans le. T'as tout à dire, man. Mais merci, Hugo. T'as tout à dire. Faut que je me fasse plus confiance. T'as ta place. Ben oui. Mais dans le dernier match, là, ça a marché, ils ont gagné. Je peux rien dire. Mais c'est quelques décisions que je trouve
qui vont en contresens. Seranthony Dominguez, toute l'année, tu l'as utilisé pour max une manche. Tu l'as utilisé dans tes situations comme de set-up man, de releveur en fin de match, avant Hoffman pour qu'il vienne finir le match, avec maximum une manche. T'enlèves Varland, t'enlèves Fluharty après Varland, t'amènes Dominguez pour 1.2 manches, chose qu'il n'a jamais fait. Plus tard dans le match, t'as une situation où t'aurais besoin d'un retrait. Situation où Dominguez aurait été en 6e manche, encore plus important, mais tu l'as pu, t'amènes Yariel Rodriguez. C'est correct, super bon lanceur. Ouais, Puis pour un retrait, ça me va qu'il soit là. Ouais. Mais Rodriguez, lui, à l'inverse de Dominguez, a lancé plusieurs fois 1.2 manches, 2 manches dans la saison. Fait que pourquoi est-ce que leur rôle n'a pas été inversé? Je comprends pas. Puis tu l'as dit, Fluharty, c'était pas le gars à amener après Savage. C'était pas plus le gars à amener après Varland. Je comprends pas. Je l'aime, Fluharty, rien contre le gars. Je veux dire, il y a un beau développement, mais puis en plus, contre Ben Rice, si je veux revenir là-dessus, j'ai un point à dire. Rice a fait 4 retraits sur des prises sur 4 splitters. 2 de Gausman, 2 de Savage. Ouais. T'amènes un releveur pour l'affronter qui a 2 balles qui bougent à l'horizontale. Une cutter et une sweeper. Pourquoi t'amènes pas un releveur? T'en as plein en plus des releveurs avec des splitters et des changements de vitesse. Mais non, t'amènes dans un releveur qui bouge latéralement. Qu'est-ce que Ben Rice a fait? C'est vraiment un bon point que t'amènes parce que Rice, c'est pas un bon frappeur de mouvement vertical, puis lui avait juste du mouvement horizontal. Puis Mason Fluharty, il y a ta manière qu'il lance la balle, moindrement qu'il l'a pas, ou moindrement que t'as un bon œil, t'es capable de facilement identifier la rotation parce que c'est un gars qui lance un peu à 45. Ceci étant dit, peut-être que, tu sais, on parle beaucoup des rôles, mettons. Hoffman a pas été un bon releveur cette année. On le sait. Ouais. Ça a été difficile. Il a pas eu la réputation qu'il a eu par rapport à ce qu'il y avait avec les Phillies. Yariel Rodriguez peut être une éventuelle option comme 100%. Lanceur de dernière manche. 100%. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'utilise de moins en moins longtemps. Ça se peut. Seranthony Dominguez, là, à Baltimore, là, il a fait plus de manches. C'est vrai. Ça peut être un bon setup man. Bref, tout ça pour dire que c'est des points intéressants et ça a quand même amené beaucoup de victoires aux Jays. Ça a amené beaucoup de succès aux Jays. The Yankees lose. The Yankees lose. C'est ça. Moment de silence pour les Yankees. C'est le temps d'en parler. C'est pas vrai. Il n'y a pas de moment de silence, tabarouette. C'est le temps de taper sur le clou. Les Yankees étaient décevants dans cette série-là pour plusieurs raisons. Et je vais commencer. Je me permets. Vas-y. Jazz Chisholm Jr., si je pouvais le rentrer dans un mur, je le ferais. À ce point-là, Hugo? C'est bien beau avoir une chaîne qui pèse 60 livres sur ton cou, d'être capable de frapper des circuits avec la shape qu'il y a. Parce qu'il n'y a pas une grosse shape, Jazz Chisholm, mais il y a un bon œil au bâton. On va lui donner. Ben, il est agressif sur les balles rapides. C'est de main, mettons. Oui. Les mains pas sites. C'est vrai. Ceci étant dit, tu auras un job de montage à faire là-dessus. Bref, tout ça pour dire que Jazz Chisholm a coûté la série aux Yankees par son attitude. Ben, je pense pas qu'il a coûté la série, mais il a fait l'erreur qui a mis les Yankees dans le fond. Parce que ça faisait 4-1 après leur erreur. Ouais, Game 4. Mais est-ce que c'est à cause de lui qu'il a posé la série au complet? Non. Non, il y a plusieurs facteurs, mais on s'entend que le fait qu'il baille sur le terrain pour qu'on le prenne, le fait qu'il dorme au gaz sur une tente qui a amené un point, le fait que la balle passe à travers de lui pour un double jeu facile. Il a vraiment pas bien paru. Je pense que c'est un joueur qui est dans la ligue qui est surévalué selon moi. Je pense que les Yankees ils ont tout donné pour ce joueur-là. Ils ont échangé avec les Torres, qui n'avaient pas nécessairement une saison incroyable l'année passée, mais ils l'ont laissé partir. Ils l'ont laissé faire d'argent libre. Il a signé à Détroit qui a une excellente saison cette année. Puis ils ont donné tout pour Chisholm, puis à part faire je me pense bon, puis la vie est belle, il fait pas grand-chose. Non. Quand il s'est fait bencher dans les séries, il a pas parlé au journaliste, il a rien dit. Il était fâché. Puis c'est correct d'être fâché, mais amener dans une équipe, comme que je dis, même à mes joueurs, j'ai 16 joueurs dans mon équipe, j'ai 9 places sur le terrain. Fait que, prouve-moi que tu veux jouer. Exact. Lui, il prouve pas qu'il veut jouer. Non, ben c'est ça. Puis je suis d'accord avec toi. Puis en fait, le fait que, c'est ça. T'sais, on prend en contexte, c'était le match numéro 3. Il fait cette erreur-là. Il a l'air nonchalant. Après ça. Numéro 4. Numéro 4. Merci. Merci de me corriger. Tu me places parce que là, je suis très émotif. Après ça, il pimpe un circuit. Ça, c'est le match numéro 3, par exemple, tu as pimpé un circuit. Oui, ça, c'est le match numéro 3. Ouais. Il pimpe un circuit comme s'il venait de walk-off pour Jésus.
Honnêtement, là. Ça a vraiment été ça. Relax. Mais je pense que. Jazz, come on. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'ils ont tellement mis de temps pour lui qui l'a pris comme si ce serait une big star, puis comme. Mais écoute, il a été bon, là. Oui, c'est un bon joueur, puis c'est pas ça, mais moi, je pense qu'il est surévalué. Puis, je pense que les Yankees, tu sais, je pense que ça, c'est une affaire d'années avec eux, là, de leur culture, c'est qu'ils amènent beaucoup de joueurs avec beaucoup d'argent, qui valent cher, mais souvent qui font pas grand-chose avec les Yankees. Exemple, Paul Goldschmidt qui l'ont emmené, puis pas fait grand-chose. Rizzo, quand on l'a emmené, il a fait pas grand-chose. Tu sais, ils ont monté Volpi, c'est une étoile montante. Puis s'il y en est en cette année. Ça commence si fort. Puis tu sais, exactement. Mais là, mettons un autre exemple, Gleyber Torres qui est passé avec des trois, puis ça a eu une excellente incroyable. Est-ce que c'est la culture des Yankees qui fonctionne pas? Fait que pourquoi quand les joueurs quittent les Yankees, ça va bien? Mais c'est un bon point que t'amènes. Je pense que c'est le fait qu'on entoure mal les recrues. Tu sais, Jazz, c'est plus une recrue, mais tu sais, Gleyber, quand il est arrivé, c'était une recrue, une star montante, avec un bon bâton quand même explosif, constant, qui avait des bonnes mains défensivement, qu'on a mal entouré, qu'on a mis beaucoup de pression. Trop de pression. Trop de pression, ce qui a fait en sorte que finalement... C'était des up and down. Il y avait, au moins, honnêtement, il y a eu une certaine constante dans son bâton à 100%, New York. 100%. Ce qui a fait en sorte qu'il a pu garder un poste. Mais finalement, la défensive n'était pas là. Il y avait des lacunes. On voit ça avec Anthony Volpe en ce moment. Anthony Volpe qui est arrivé, qui était incroyable. En ce moment, le seul pop qu'il y a, c'est probablement le baril de son bâton qui explose à cause de son torpedo bat. C'est juste ça. Je m'excuse de couper la parole, Hugo, mais tu sais, en plus, c'est un arrêt-coup, puis souvent, notre arrêt-coup, c'est notre capitaine. Dans le terrain, c'est comme on dirait, quart horaire au football, qu'on met au baseball. Puis, tu sais, absolument, je pense, selon moi, un arrêt-coup, c'est la défensive, excuse-moi, le bâton, c'est pas la chose qui importe le plus. On veut vraiment que la défensive soit vraiment sharp. Mais lui, son bat, il est pas là. Sa défensive est ordinaire cette année. Tu sais, je veux dire. Elle est pourrie. Non, mais on comprend. Puis, tu sais, si on compare un Jeter que, défensivement, il était super bon. Pour battre, il faisait la job. Tu sais, il plaçait la balle en jeu et tout. Mais au moins, si, mettons, il y avait une erreur, il compensait sur le bâton, ce que Volpe ne fait absolument pas. Exact. Ce qui fait en sorte qu'il y a comme, c'est une étoile montante qui t'arrête de comme rentrer dans un creux. Fait qu'est-ce que c'est un joueur qu'ils vont devoir libérer puis perdre qu'il joue ailleurs? Fait que, tu sais, c'est ça aussi. Non, mais je suis d'accord. Puis, tu sais, il y a eu des joueurs au milieu de l'avant-champ qui se sont fait une carrière défensivement. Tu sais, Andrés Jiménez, en ce moment, là, c'est leur exemple. Bon spot avec les Jays, justement, parce que il fait la job défensivement. Il a une patch platine, ce gars-là, il est incroyable. Un peu plus tôt, il y avait Ian Kinster, qui au début, c'était ça. Finalement, Kinster a développé son bâton. Mais tu sais, même un Swanson, le shortstop des Cubs, c'est pas un gros frappeur. Là. Non. Défensivement, il est incroyable. Fait que, tu sais, c'est là qu'il faut voir. Fait que, tu sais, mettons, défensivement, les arcos sont super bons, mais après ça, t'as un Volpe que, oui, il était bon dans les mineurs. En ce moment, il fait sweet fuck out. Oui, je suis d'accord. Encore une fois, job de montage. Mais non, mais c'est drôle, ça rajoute de la couleur. Ouais, ça rajoute un peu de couleur, c'est bon ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que oui, je suis d'accord avec toi. Puis c'est tout le temps des gros départs, puis après ça, ça tombe de très haut. Tu sais, on parlait la semaine passée de Miguel Andujar, que lui aussi a commencé avec les Yankees, puis il a eu genre 40 circuits, il a eu des votes pour recrue de l'année. Finalement, a tombé très haut, a dû se refaire une carrière, et là, ça va un peu mieux avec les Reds, mais a dû passer par une équipe des Aces qui allait pas bien, qui avait un jeune core qui, là, finalement, a réussi à faire sa marque. Pour pouvoir enfin fleurir. Ouais, pour pouvoir enfin... Wow, c'est tellement beau, ça! Écoute. Mais oui, exactement. C'est ça. Puis... Mais j'ai un autre exemple, sinon, un autre joueur des Yankees. Mais il a peut-être pas eu le succès qui a suivi sa carrière avec les Yankees comme d'autres l'ont eu, mais Gary Sanchez aussi. Ouais, monte avec les Yankees. A des saisons de circuit incroyables. Ah, un bâton incroyable. Mais encore une fois, le focus est trop mis là-dessus. Sa défensive a tellement été mauvaise avec les Yankees. Lui, depuis jour 1, sa défensive est pourrie. Ouais, mais pourquoi pas mettre l'accent là-dessus, justement, alors que son bâton était là? Non, on continue à mettre l'approche sur son bâton, puis ça n'a pas augmenté. Sa défensive de Gary Sanchez, pour vrai, c'est le pire catcher que j'ai vu dans ma vie. C'est terrible. Honnêtement, ça me fait saigner des yeux. En tant que catcher, tu le trouves à ce point-là? Ah, je le trouve mauvais. Moi, étant catcher, là, je le trouve mauvais. Non, il est terrible. Puis la seule différence, c'est que Gleyber, en ce moment, mettons, ça va très bien avec les Tigers. Il a connu vraiment une résurrection là-bas. Gary Sanchez est juste tombé dans le fond du pit. Ouais, mais c'est parce qu'un catcher, un peu comme la Reco,
c'est le seul joueur dans l'offensive qui va tout le terrain. Tu peux pas avoir une bine derrière la plate, là. Tu peux pas avoir quelqu'un qui est pas allumé, qui est pas sharp. Là, tes lanceurs, c'est toi qui les contrôle, qui les dirige. Ouais. Si t'as l'air d'une pancarte derrière la plate, qui va te faire confiance? Non, c'est vrai. Puis c'est un bon point que t'amènes. Puis je trouve que, en tout cas, c'est dommage. En tout cas, c'est dommage pour sa carrière, mais on n'est pas là pour parler de Gary Sanchez. On est là pour parler du gros flop qui est les Yankees de New York qui vont toujours l'être. Bref, la gestion des lanceurs a fait parler beaucoup du côté des Yankees. Et là, on n'a pas beaucoup parlé des wildcards depuis le début de l'épisode. Les Yankees ont affronté les Red Sox dans le wildcard. Ouais. Ils ont un gars qui s'appelle Cam Schlittler. Je sais pas si vous le connaissez. C'était sa première année dans les majeurs cette année. 24 manches. Non, plus que ça avant les séries, mais moins de 100 manches avant les séries. Moins de 100 manches avant les séries. Ce gars a décidé qu'il allait être fort contre les Red Sox. Ils ont 8 manches lancées, 12 strikeouts, un coup sûr. Ils ont juste cordé. Il les a accordés. C'est le terme à dire. Tellement que Aaron Boone, durant cette série-là, en 8e manche, quand il y avait plus de 100 pitches, a fait vas-y, continue. Vas-y, continue. Fais-toi à traite. Voilà. Il est en contrôle. Là, Schlittler arrive, match numéro 4, contre les Blue Jays. Contrôle. Pas tant que ça, finalement. Sa balle glissante, pas capable de la lancer. Pourquoi? Parce que les frappeurs des Jays frappent la balle rapide sur les 2 premiers lancés de leur présence, pis c'est des coups sûrs. Sauf que là, t'es Aaron Boone, tu vois ça aller, t'es comme, Cammy Boy, commence à être un peu fragile. Qu'est-ce que je fais? Ben en fait, qu'est-ce qu'il a pas fait? Vas-y, je te laisse faire la suite. Prends le bâton. Fait qu'on sait que Max Fried a lancé le samedi, qui s'est fait éclater. Ouais, Max Fried, ça n'a pas été facile. C'est correct. Fait que là, on calcule, il y a 4 dodos. Fait que techniquement, il est disponible hier. Ouais. Mais la question, c'est pourquoi il n'a pas amené. Puis je comprends. OK, il s'est fait péter contre les Yankees. Contre les Yankees, oui. Contre les Rays? Contre les. Les Jays. Arrête. Contre les Jays. Les Rays sont pas en série, tout le monde, juste pour être ouais. Contre les Jays. Puis, mais t'amènes une recrue qui a dominé contre les Red Sox. J'ai pas de problème. Mais là, t'arrives en game 4. La game, c'est un game sans lendemain. Si t'as peur, tu t'en vas à la maison. Puis toi, tu dis d'amener une recrue qui a une pression, parce qu'à New York, on sait que la pression, elle est phénoménale. Tu t'en vas là, bonhomme, le petit kid, le haut de ses 6 pieds, là, je sais pas trop, là. 6 pieds 6. 6 pieds 6. Bon, peu importe. Il doit être prêt devant, genre, la foule qui est pleine, le stade qui est rempli. Il doit lancer une game, puis lui, il sait que si ça va pas bien, c'est la fin. C'est la fin, puis il va se faire huer, là. En place d'amener un lanceur comme Max Fried qui a l'expérience, qui se fait. On se rappelle qu'il s'est fait. Mais il a gagné une série mondiale. Il a l'expérience, il a du sang-froid. T'amènes lui. Cette partie-là, je comprends pas, mais je peux plus un peu accepter qu'il a mis lui. Après ça, on est en 4-5e manche. C'est 1 ou 2-0 pour les Jays. Où est Max Fried dans le banc en train de se tourner les pouces? Qu'est-ce qu'il fait là? Concours de ballon. De gomme, probablement. Dans le sens que comme t'es encore dans le momentum du match. Ouais, 100%. Amène-le en relève. Puis s'il n'est pas disponible, la Game 5, on s'en fout. Ouais, parce que là... T'es en game suicide. En ce moment, t'es en game suicide. T'as pas le choix d'amener tes meilleurs artilleurs. T'as pas le choix. S'il a passé l'amener en Game 5, il est vraiment niaiseux parce que Game 5, tu sais pas si tu vas la jouer. Ouais, tu parles quand même d'un coach qui a des lunettes aviateurs sur le banc. Non, mais. Il préfère être dans Top Gun que sur un banc. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais, 100%. Non, ça. Ouais, boum, mais ça. Puis, non, mais ça a 100% du sens ce que tu dis. Puis, faut que t'amènes tes vets. Genre, j'ai rien contre les jeunes lanceurs. Même affaire pour Yesavage. Puis, tu sais, Yesavage était prêt. Il a fait des lancers durant le match numéro 4 parce qu'on n'était pas sûr où ça s'en allait. Mais t'as quand même fait confiance à ton vétéran Jeff Hoffman. Exactement. Ouais. Fait que, tu sais, si, mettons, ça a été le rôle inverse, que c'est les Yankees qui mènent la série, pas de problème. J'ai même pas le même discours. Non, c'est ça. Parce que t'as une game un buffer, mettons. Tu peux te le permettre. Ça, même si tu peux te le permettre. Mais là. Tu peux pas, là. Non, tu peux jamais te le permettre, mais t'as comme un petit loose de plus, mettons. Ouais, non, mais je parle que dans la situation où les Yankees étaient là, tu pouvais pas. Ouais, exactement. C'est ça pour dire qu'on va en venir, mais je vais avancer la situation. C'est que les Yankees, à la fin de la journée, ils n'ont pas perdu à cause de ce lanceur-là. De Schlittler, mais même des lanceurs, je veux dire, Fried a une mauvaise sortie, Rodon a une mauvaise sortie. C'était quand même des lanceurs qui avaient 18 victoires cette année. Les partants n'ont pas fait la relève, puis tu sais, la relève, ils n'ont pas fait le travail. Mais mon problème est le suivant, c'est que, comme j'ai dit au début de l'émission, les Jays,
ils n'ont pas la meilleure équipe sur papier, mais ils ont suivi tout le monde en même temps. Ouais. Ils ont poussé. Ils ont joué pour les Blue Jays. Les Yankees ont joué pour leur nom d'horreur. Et Aaron Judge, cette année, c'est la première fois que je le félicite comme année dans la Ligue. C'est la première série qu'il joue qu'il a été performant puis qu'il a été là pour les Yankees. Ouais. Dans les années, jamais rien fait. Cette année, il a été clutch, il a été sharp au moment opportun, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais il a fait ça tout seul. Le monde derrière lui ne l'a jamais suivi. Non. Avec une équipe complètement étoile qu'il y avait là. Je suis d'accord avec toi. Le seul bémol que je veux rajouter par rapport à ça, je trouve, un gars que, écoute, il sort un peu de nulle part parce que, tu sais, les blessures et tout, mais Giancarlo Stanton avait quand même eu une bonne fin de saison. Ouais. Puis il a été correct en série. Il a quand même bien frappé, mais ça a été un des seuls, honnêtement, dans cet alignement-là, avec peut-être Trent Grisham aussi. Je vais donner le bénéfice du doute à Trent Grisham. Mais je suis d'accord, on n'a pas poussé ensemble, on s'aidait pas, c'était très individuel. Ça fait partie de la culture. On les appelle les Bronx Bombers, c'est pas pour rien. C'est une mentalité de frapper des circuits. On joue dans un stade qui est favorable à des circuits aussi. Ça l'a pas aidé. Ouais. On a eu des mauvaises approches tout au long de la série. On soignait à des lancers qui n'avaient aucun bon sens d'ailleurs. Ça me faisait capoter, ça. Tu sais, je vais prendre un exemple, là, Volpe, justement, qu'on parlait tantôt, là, mais aucune approche au bâton, c'est hallucinant. Exact. Prends des lancers, là. Tu sais, les lanceurs des Jays ont été économes dans leur compte de lancer toute la série, alors que dans la saison, ça n'a pas été nécessairement une des forces des partants. Contre les Yankees, ça paraissait pas du tout. Puis, tu sais, le meilleur exemple de ça, c'est Austin Wells. Tu remplis les buts, fin de 8e manche, t'amènes un Jeff Hoffman qui est pas en contrôle. Il remplit les buts avec un but sur balle de 4 balles d'affilée. Premier pitch Austin Wells, une splitter haute à l'extérieur. Ouais, impossible que ce soit le lancer qu'Austin Wells s'attendait. Il swing, pop-up, fin de la manche, on s'en va en 9e. Tu sais, je veux dire, un manque d'approche. Tu montes pas les comptes. Volpe, 11 strikeouts en 15 présences. Encore une fois, souvent 1-2 ou 0-2. Faut que tu travailles tes comptes, t'as pas le choix. Je pense que c'est une histoire d'approche, puis c'est vraiment... Puis c'est pour ça que je dis qu'on a peut-être... On disait tantôt qu'on a mal entouré Volpe. Je pense que c'est un joueur qui, avec un changement d'approche, au moins à 2 prises, pour avoir... Arrêter les retraits sur des prises, ça pourrait vraiment aider. Fait que non, je pense que ça, c'est vraiment un des grosses affaires. Ah, j'avais hâte de rant sur les Yankees. J'avais pas encore eu mon moment. Là. Ben non, c'est pas grave. Non, mais c'est parfait, mais t'as raison, tu sais. Puis je vais aller plus loin, je vais rajouter quelque chose. Tu sais, Cody Bellinger, ça a été le gars qui a tout le temps eu comme un bon œil, on va se le dire, qui est quand même assez intelligent. Puis cette année, un gros whiff rate. Là, genre, ça n'a pas bien été. A soigné beaucoup de balles dans le vide. Puis sa dernière présence là, contre Hoffman, là, c'était une balle rapide à l'intérieur qui était une balle, une autre balle rapide à l'intérieur qui était une balle, puis un changement de vitesse à l'extérieur qui était une balle. T'es en train de me dire que les Yankees auraient fait des mauvaises décisions? Ouais. Wow. Je t'ai dit. Je pensais qu'il fallait suivre sur les balles et non des prises. Ouais, c'est ça. Je viens de l'apprendre, excuse-moi. Aaron Boone n'a pas montré les bonnes affaires, les gars, quand c'est des balles. Soigné. Maintenant, faut qu'on parle des autres séries quand même, parce qu'il y a d'autres séries qui se passent dans le baseball. Mais avant ça, je veux vos surprises cette année dans les séries. Je pense que c'est important. Les wildcards ont passé. Il y a des équipes surprenantes. Les Tigers qui ont tenu tête aux Guardians, qui ont été capables de finalement remporter cette série-là, malgré que le fait que les Guardians ont fait non, c'est nous autres qui vont finir au top de la centrale de l'américaine. Les Cubs qui ont tenu tête aux Padres, qui avaient probablement le meilleur enclos en allant dans ces séries-là. C'était assez impressionnant. Quelles ont été vos grandes surprises cette année dans les séries jusqu'à présent? Je vais commencer avec Jake. Ben, moi, mes grosses surprises dans les séries, je pense que c'est qu'on peut enfin voir la domination que sont les Brewers de Milwaukee face à leurs adversaires. Je sais que ça te fait pas plaisir que je dise ça parce que tu fais un fan des Cubs. Mais je les trouve dominants. J'adore les regarder jouer au baseball. Ils jouent du baseball de situation. Je trouve qu'on pourrait parler de chacun des joueurs. Autant un Yelich, un temps que ce qu'ils ont réussi à faire avec un Contreras. Mais le gars à qui je vais donner ma surprise, c'est Andrew Vaughn. Le gars revient des White Sox. Une équipe avec qui ça n'allait pas, autant lui que l'équipe, mais bon, l'équipe vraiment, c'est encore pire. Mais un OPS en bas de 600 pour un joueur qui est pas si bon défensivement. Fait que si t'es pas capable d'être bon au bâton puis t'es mauvais défensivement, c'est plate. Moins 1.8 de WAR. Je sais pas si vous savez, mais en moins de 50 matchs, avoir autant de WAR négatif, c'est exécrable. Puis d'ailleurs, juste mise en contexte, pour ceux qui savent pas c'est quoi le WAR, c'est une stat qui calcule le nombre de victoires avant ton remplacement, qui est quand même important parce que
il y a beaucoup de choses qui sont calculées dans cette moyenne-là, notamment les points que tu as sauvés, mais les points marqués, les points produits, etc. Voilà, continue. Puis c'est ça, pour revenir au War, 0 étant un joueur qui serait de niveau remplacement. Exact. Fait que quand t'es négatif, ça veut dire que tu coûtes à ton équipe des matchs. Fait que pour être à ce point mauvais, en tout cas, ça veut dire que ça allait vraiment pas bien. Les Brewers regardent ça, ils disent mais ce gars-là, j'y crois, moi, ce gars-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher Andrew Vaughn dans un échange qui passe sous le radar contre Aaron Civale, qui a même pas fini l'année avec les White Sox. Exact. Andrew Vaughn avec les Brewers en fin de saison, en haut de 800 d'OPS. En série, a déjà un circuit. Il est où Aaron Civale en passant? Il est avec les... Cubs. C'est vrai, il est avec les Cubs. En tout cas. C'est à dire. Mais, fait que super bonne saison pour Andrew Vaughn, puis je suis content qu'il ait un rôle en série. Il a réussi à frapper un circuit, puis je trouve qu'il paraît bien dans cette équipe-là. Puis je voulais vraiment lancer des fleurs aux Brewers. Je trouve qu'ils ressortent super bien cette saison. Puis en série, c'est un bon joueur que tu as identifié, parce que Andrew Vaughn a quand même littéralement volé la place à Rhys Hoskins. Complètement. Qui s'amenait à Milwaukee pour un peu relancer sa carrière. Exact. Parce que, Bryce Harper était rendu au premier but à Philadelphie. Mais on l'amenait en tant que leader, on l'amenait en tant que vétéran aussi, là, vétéran. Finalement, il y a eu des complications aussi dans le vestiaire là, par rapport à Rhys Hoskins. Ça reste pas le meilleur bizarre, gars. Un peu. Ouais, ça reste pas le meilleur gars. Bref, tout ça pour dire excellente suggestion. Ça me fait de la peine que tu parles des Brewers, mais je comprends pourquoi. Parce que cette année, ils ont eu une saison excellente, ils ont été surprenants, ils ont dominé tout le monde, puis ils ont eu des nouveaux partisans. Cette année, je salue mon collègue Richard Labbé, qui m'a parlé des Brewers tout l'été. Voilà. Ceci étant dit, je vais passer à ma surprise, guys. Danny Palencia, un lanceur de feu des Cubs de Chicago, un lanceur de feu. Mason Miller, on le sait, les balles de feu, les Padres sont allés chercher. Mais Danny Palencia, un gars qui part un peu de nulle part, une belle histoire lui aussi. Ça a pris du temps avant de monter dans les majeurs. Qui en ce moment a été constant. Il a pris la balle pour Chicago dans des moments tellement importants et il a été capable de sortir des situations quand même hasardeuses. Et d'ailleurs, il y a une situation contre les Padres, je m'en souviendrai tout le temps, c'était en 7e manche. Palencia, man, après un pop-out à Pete Crow Armstrong, se tapait le chest, criait, il était vraiment là, dévoué. Et le fait que les Cubs aient ce releveur-là, c'est vraiment... C'est une preuve de confiance. Il y a Brad Keller aussi qui fait très bien, mais Brad Keller, ça a pris du temps. Et on était aussi dans une situation des lanceurs à Chicago où on se devait que les lanceurs partants soient bons, aillent loin dans les matchs. 100%. Et le fait d'avoir Palencia comme support, comme setup man, c'est parfait. Il a super bien fait sa job. Donc ça, c'est vraiment ma surprise. C'est ma surprise des séries. Puis si je peux me permettre, j'ai critiqué un peu les Cubs. Non, j'ai pas critiqué les Cubs. J'ai vanté les Brewers. Mais ouais, exact. Brad Keller que t'as parlé... Quelle belle histoire, j'adore ce gars-là. Je trouve qu'il mérite tout ce qui arrive. Puis après avoir été inconstant comme partant avec les Royals, je sais pas ce que les Cubs ont trouvé, mais wow! Closure, là, lanceur pour finir le match en série, bien. Brad Keller. Je suis vraiment content pour lui. C'est des belles histoires. Tu sais, je pense que tu parles des Royals, je pense à un gars comme Greg Allen aussi qui a eu comme une réputation à cause que, justement, comme il a été capable de fermer les matchs pour les Royals quand ils ont remporté notamment leur série mondiale. MF, toi, c'est quoi ta surprise? Moi, je vais aller avec Josh Naylor des Mariners. Bien joué. Tu sais, Josh Naylor, il a quand même un parcours assez haut et bas. Là. Il est parti... Atypique, on dit, là. Peu importe. C'est un beau mot pour dire haut et bas. Tu me reprends pour rien. Dans le sens que, tu sais, il était drafté par les Marlins en première ronde. Après ça, il est passé aux Padres. Après ça, il est passé des Padres à Cleveland où il a joué comme 3-4 ans quand même longtemps. Ouais, c'est le plus longtemps qu'il a passé. C'est il a joué avec son frère Bo Naylor. Ouais. Puis après ça, là, il est passé aux D-backs. Des D-backs, il est rendu aux Mariners. Puis je pense qu'il a vraiment fait son éclosion là, de sa carrière à Cleveland. Il a vraiment été un bougie d'allumage pour eux autres. Puis quand il est échangé aux D-backs, c'était vraiment chercher un frappeur de plus. Tu sais, dans le fond, c'était vraiment en perdant Walker, il est rendu à Houston. Je pense qu'elle a cherché Naylor avec les D-backs. C'était un beau choix pour eux autres. Ouais, vraiment. Puis tu sais, il est arrivé avec les Marlins. Les Mariners. Les Mariners. Ouais. Après la limite des transactions, puis dans le fond, je pense que ça a été un atout important. Là. Il y a un super bon frappeur, gaucher. Tu sais, c'est un grand, gros bonhomme, là, mais il se place super bien. Au first, il fait des jeux incroyables. Des jeux incroyables, puis super flexible. Puis rapidement, je vais faire du pouce là-dessus. C'est un des coureurs avec la meilleure lecture des patterns des lanceurs que j'ai vu dans toute ma vie. Parce qu'il se déplace tellement bien, puis il y a 30 buts volés cette année. C'est ça, il y a quand même beaucoup de buts volés. Pour la shape qu'il a, tu sais, il est massif, il est physique.
Puis déplacement latéral super bon. Au bat, je pense que c'est un atout important des Mariners. Puis c'est venu amener un petit piquant de plus parce qu'il y a quand même un petit cockiness derrière. Puis il y a, comment on dirait, du swag. Il y a du fou swag. On va en parler un peu, là, ça avec. Je veux juste parler du fait qu'il y a 11 millions de diamants sur lui en série. Sa ceinture, là, reflète son aura en ce moment. C'est ça, honnêtement. exact. Aura farming incroyable. Wow, OK. Aura farming, c'est exactement le terme. C'est ça. Fait que, tu sais, il amène vraiment de quoi supplémentaire aux Mariners. Puis, tu sais, Mariners, en ce moment, ça va super bien. Là, on va en parler un peu après là, de la série, là, mais je pense que ça a vraiment aidé l'équipe là, à les amener vers le haut puis à gagner la série de division, malheureusement, contre mes Astros. Mais, tu sais, ils ont fait de travail. Je pense qu'ils méritent complètement là, la série. Le championnat de la division, fait que rien à dire là-dessus. Ben ouais, puis on fait des bonnes acquisitions. Exactement. Eugenio Suarez aussi, tu sais que. Eugène, je l'aime. Eugène, là, on va en parler 2 secondes d'Eugène. Eugène. C'est. Attends, excuse-moi, Eugenio. Ah, c'est ça. Non, mais je peux pas autant bien le dire qu'elle, là. Mais c'est pour ça que j'ai dit Eugène. Je nous ai sauvé un peu. Merci, Jake. Mais. Eugenio. Ouais. J'adore. Eugenio. Ce gars-là a tellement de circuits pour la moyenne au bâton qu'il a. C'est juste ça que je voulais dire. Genre là, il est capable de se lever dans les moments importants. Il l'a fait là, durant les séries pour les Mariners. Mais quand même, là, ça a été difficile en Arizona. Il n'y avait pas de constance, mais il frappait des circuits. Puis là, il a comme vraiment pris du poids de la bête. Puis on va reparler un peu plus tard des Mariners, mais encore une fois, pas lui, mais l'équipe, la constance est tellement là, puis il y a des frappeurs de rôle importants qui font en sorte que l'équipe connaisse du succès. Donc, excellent choix. Josh Naylor, produit canadien. En plus, 100%. C'est bon, le baseball canadien. Et Bo Naylor a été excellent dans la série Wildcard aussi par rapport au reste de l'équipe. Il y a José Ramirez aussi qui a été là-dedans, qui a vraiment tenu tête là, pour les Guardians. Je veux dire, les Guardians, ils n'étaient pas censés être là, ils ont été là, ils se sont bien battus. Et voilà. Donc, je sais pas pourquoi j'ai fait une parenthèse sur les Guardians, mais faite. T'avais le goût, Hugo. J'avais le goût, man. Les Guardians, c'est une équipe vraiment nice. OK. Pour le reste des séries. Parce que là, on enregistre le jeudi. Il va y avoir des matchs demain, en l'occurrence, vendredi. En l'occurrence, la journée où le podcast va sortir. Puis il y a aussi une série qui pourrait se finir ce soir. Qui pourrait se finir ce soir entre les Dodgers et les Phillies. Et c'est là que je veux m'en aller parce que Jake, tu voulais nous glisser un mot sur cette série-là. Ben, tu sais, rapidement, je voulais dire, là, présentement, 1-1 en début de 11e manche. Oh! Jesus Luzardo est rendu le lanceur pour les Phillies. Vous voyez ça? C'est un move d'un excellent coach. Mais c'est un match suicide. Ouais. Match suicide, il sort son meilleur bras qui a lancé tout un match contre les Dodgers. Le dernier match contre les Dodgers. Je veux dire, à un moment donné, il a fait 6 manches et un tiers pas loin de ça. Puis il a tenu tête au dos. À un moment donné, il peut pas tout faire tout seul. Là. Mais non, puis Luzardo, c'était un lanceur qu'on parle pas assez. Mais il était carré, ce gars-là. Là. Ah ouais. Je tiens à dire qu'il est vénézuélien en passant. Merci, tu peux poursuivre. Pour ceux qui ne savaient pas, Marie-France est vénézuélienne. Voilà, ça c'est dit. Donc, c'est ça, je trouve que c'est une super belle série. C'était une petite série mondiale dans ces séries-là. Je pense que c'est vraiment la tête d'affiche de cette ronde des séries-là. Avec les Blue Jays Yankees, je pense quand même, c'est les plus grosses séries. Je trouve que peut-être Ohtani a une moins bonne série qu'on pouvait le penser, mais je trouve quand même que le star power des deux côtés, ça s'acquit dans l'enclos de releveur. C'est pas beau, ça, à voir. Ouais, c'est beau. C'est il a trouvé son rôle. Honnêtement, là, on va en parler rapidement. La série Wildcard contre les Reds, là, c'était une pas joke. fait. Non, c'était une joke. Là. C'est comme une tasse de café là, pour les Dodgers. Juste pour dire qu'il y avait 2 matchs préparatoires pour cette série-là. Mais honnêtement. Ça va peut-être les nourrir plus tard. Ben ouais, parce que c'est user des bras. C'est quand même 2 matchs que tu dois gagner. Tu sais. Exact. Ouais. Non, c'est ça. Puis je voulais finir rapidement avant de passer à la prochaine série. Je voulais donner un petit peu d'amour à un gars que j'aime beaucoup des Dodgers, mais Tommy Edman, qui encore une fois se lève pendant les séries. C'est un gars de série, ce gars-là. Je l'aime, ce joueur-là. Utilitaire, il joue littéralement partout. Il joue partout. Sauf receveur, puis je suis sûr que si on lui demandait de mettre l'équipement, il le mettrait. Ouais. Là. Mais non, j'adore ce gars-là, puis je voulais lui donner un peu d'amour. Je pense qu'il y a un autre joueur qui, dans la saison, il est souvent sous le radar, là, c'est Kike. Ben oui. Ouais, aussi. C'est c'est malade. On dirait qu'il se met à switch on, puis ça part. Fait que je pense que Kiki, c'est un chapeau à lever que, tu sais, dans la saison, c'est toujours, tu sais, il fait ses petites affaires, puis il joue partout, mais en série, ça a été vraiment un quoi? Il lance avec un casque. T'as vu ça passer? Oui, je l'ai vu. Mais oui, bref. Mais oui, Kike, excellent point. C'est vrai. Joueur très important. Il l'avait fait avec les Red Sox aussi un peu plus tôt dans sa carrière. Fut un temps, on dirait qu'on l'associe tout le temps aux Dodgers, mais il a été ailleurs. En fait, il a été drafté par les Astros. C'est vrai. C'est le monde des Astros.
Hey, quelle bonne équipe, les Astros. Non, mais c'est fou quand ils tapent pas sur des poubelles à quel point ils sont hot. Hein? C'est fou. Mais j'admets qu'ils ont triché. C'est vrai. Mais tout le monde triche. Tout le monde triche. Mais c'est les seuls qui sont fait pogner. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu ça un peu plus tôt, je pense, c'était dans la série. C'était dans la série Dodgers-Phillies où il y a eu un pitch qui a été typé au deuxième but. Un signe de main. Ouais. Qui a été envoyé. Je pense que c'est dans cette série-là. Ouais. Mais oui, Tommy Edman, excellent joueur, que j'aime moyen parce qu'il joue pour les Cards. Mais. Hugo, là. Non, écoute, je suis un fan des Cubs. C'est correct, je te le donne. J'aime tout le monde de la division. Bref. Je suis fâché. Mais en tout cas, tout ça pour dire, chapeau à Tommy Edman, chapeau aux Dodgers, semble avoir trouvé des rôles. Mais là, le fait que ça soit 1-1 en 11e, là, ça fait mal au bras des Dodgers. Ouais. Mais ça, on va en reparler dans l'épisode de la semaine prochaine. Si les Dodgers passent, c'est possible que les Phillies font le comeback. C'est possible. J'aimerais ça. Comme ça, j'achèterais une cassette à Georges. Je veux pas. Il y a une grosse tête, Georges. Je vais parler un peu de la série Cubs Brewers, ça vous dérange pas avant de finir l'émission. Il va manquer la mienne aussi, tu vas pas trop vite, là. Oh, ok, je m'excuse. Oui, c'est vrai. J'allais trop vite, en fait. J'allais 100% trop vite. Cubs Brewers. Non, mais il se prend pour qui, Hugo? En fait, c'est quoi? Vas-y avant. Je veux finir. Ah vas-y. Ouais, vas-y. Ben, moi, c'est le Mariners Détroit. On va parler un peu, là, dans le sens que là, c'est 2-2 la série. Demain, c'est un gros match. Ouais. Les deux, c'est une game de lanceurs. Fait que c'est Kirby contre Screwball. La seule équipe qui a. En fait, la seule équipe. Le seul joueur qui a allumé Screwball, c'est Polanco. Ouais. Comment qu'on prononce son prénom? J'ai juste en tête Polanco. Orgué. Je sais pas comment dire. Polanco. OK? Polanco. On va rester à Polanco. Moi, les noms de Polanco. famille, c'est plus facile pour moi que le prénom. Voilà. Jorge. Ben, c'est ça. Bref, C'est beau! Ouais, c'est tellement beau. Ça pour dire que Polanco, c'est le seul qui a allumé Screwball. Ouais. OK? Fait après ça, c'est pour ça que je pense que ce match va se décider sur un fait d'un point. Un coup sûr important avec un joueur en position de marquer. Une erreur qui pourrait coûter à game. Soit les matchs de même avec deux lanceurs partants incroyables, ça joue de cette façon-là. C'est sûr qu'au fond de moi, je pense que les Mariners sont une meilleure équipe sur papier que Détroit. Mm-hmm. Par contre, il y a une partie de moi qui veut que A.J. Hinch et Détroit passent à la prochaine étape. C'est un excellent coach, A.J. Hinch. Excellent coach, puis je pense qu'il mérite. Il a pris une équipe qui était complètement en bas. Il l'a remonté en haut. Travaillé fort. Puis, tu sais, ils sont rendus là pour une certaine raison. Fait que je pense qu'ils pourraient le mériter de ce côté-là avec lui. Puis, ça prouve juste que, bon, ils ont triché en 2017, là. Mais, ils ont gagné. Puis, encore une fois, il y a encore une équipe qui peut gagner pareil, là. Puis, c'est pas l'équipe qui est le plus haut de masse salariale, là. C'est une équipe qui a le moins de masse salariale. Fait que moi, je pense que c'est ça. Mais, les Mariners sont dangereux. Les Mariners sont dangereux parce que c'est une équipe complète. Par contre, qu'est-ce que j'aime de Détroit, c'est qu'ils ont des gars qui peuvent vraiment se lever. C'est ça. Screwball, c'en est un. Screwball, s'il décide de lancer fâché demain, là, 15 strikeouts. Je sais pas si vous connaissez le clip de Justin Verlander quand il lance fâché. C'est un clip où en 8e manche, il est fâché puis il lance à 102 000 $. Ben, je vois vraiment Screwball Screwball, il peut faire ça. Honnêtement, il peut faire ça. Puis, tu sais, il y a un contrôle. Il y avait une moyenne de. C'est quoi? Un whip de genre 0.89 cette année. Je m'étais déjà en bas de 1 en whip. C'est incroyable. Puis, bref, ça pour dire. Puis, Screwball en est un. Javier Baez en est un ancien Cubs que je chéris d'amour. El Mago. Si les Cubs passent au prochain tour, je vais le mettre la semaine prochaine. Vous allez voir, t'es écœurant. Cette jersey-là, c'est mon jersey préféré. Mais les Cubs ne passeront pas au prochain tour. De parler. Tout ça pour dire que lui, s'il décide de s'activer comme il l'a fait au dernier match, il est capable de belles choses. Javier Baez, c'est un nouveau chapitre qui s'est écrit dans sa carrière. On a décidé de le mettre aux chansons cette année. Finalement, a fait du va-et-vient avec l'Areco. C'est un joueur d'Areco, ce gars-là. On va pas se cacher. Ben oui. Mais par exemple, son adaptation aux chansons a été incroyable. Tu sais, on parlait d'O'Neal Cruz la semaine passée. Ça a été un peu plus difficile. Mais lui, il n'y a pas eu de trouble, il a toujours une bonne lecture, ça a toujours été un gars qui était vraiment bon défensivement. Puis un autre gars qui sort un peu de nulle part, mais qui est capable de faire des choses en série, c'est Kerry Carpenter. Kerry Carpenter qui sort de nulle part, qui frappe des circuits très opportuns en séries éliminatoires, a été une des raisons pourquoi les Tigers ont été une équipe Cendrillon l'an passé. 100%. Si ces gars-là sont capables de se réveiller dans cette série-là, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer, honnêtement. Mais ça fait un beau pont envers la série Cubs-Brewers pour finalement finir. Beau pléonasme, j'ai fait là. Cubs-Brewers, encore une fois, c'est des portraits d'équipes, je trouve, qui sont similaires. D'un côté, tu as les Brewers qui sont une équipe super complète, qui peuvent amener de la profondeur. Tu sais, les Jackson Chourio de ce monde, les Andrew Vaughn, comme tu l'as dit, les William Contreras qui sont excellents. Les Gabriel Ortiz aussi. C'est vraiment des gars solides. C'est... Du côté des Cubs, c'est vraiment plus
une attaque en montagne russe. Si Pete Crow Armstrong décide de frapper des doubles des circuits, ça va bien aller. Si Michael Bush décide d'être clutch, ça va bien aller. Si Ian Happ est capable de faire des bons coups sûrs, être stable, présent sur les buts, les match aussi, qui est capable du bon comme du pire, ça peut être dangereux. 100%. Et à Chicago, c'est important, c'est que pas les releveurs, mais les lanceurs partants est loin dans les matchs. Jameson Taillon a prouvé cette saison à tous ses détracteurs que dans les matchs de qualité, il est capable d'aller loin. Et on a un Danny Palencia qui peut aider, on a un Brad Keller qui va bien. J'ai hâte de voir où cette série-là va aller et si les Cubs sont capables de profiter de l'avantage du terrain pour pouvoir connaître du succès. Voilà. Je te le souhaite, Hugo, quand même. Ben, j'espère, parce que ça serait une. Tu sais, je veux dire, les Cubs partent de loin, je trouve. 100%. Ça a été difficile. C'est la première fois qu'ils se rendent en série division depuis 2017. Ils ont quelque chose à faire. Craig Counsell a quelque chose à prouver à son ancienne équipe aussi. Il y a plein d'histoires là-dedans. Bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais j'ai bien hâte de voir où ils vont être, les Cubs, la semaine prochaine, lors du prochain épisode. Ça va d'ailleurs mettre fin à cette édition du Daniel. Non, déjà. Ouais. Mais merci, MF, d'avoir été là. Merci, Jake, d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci surtout à vous d'avoir été là. On est un podcast qui grandit dans la commission athlétique. On n'est peut-être pas des noms que vous connaissez, mais en tout cas, on aime ça parler de baseball avec vous. J'espère vraiment que vous allez être là à chaque épisode, que vous allez nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez vous abonner. En ce moment, je trouve qu'on a des bons hot takes. Personnellement, je trouve que c'est très bon. Et si vous avez des amis du monde qui aiment la balle, qui connaissent pas de podcast de baseball au Québec, venez nous voir, ça va faire du bien. Au Dugout, en ce moment, on est juste 3 sur le banc, mais il y a encore beaucoup de place. Puis on a vraiment beaucoup de plaisir à faire ça avec vous. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode du Dugout avec les 3 amigos right here, right now.